Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Raphaël Yem et j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans notre jardin de lecture, le jardin Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse du ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre. D'ailleurs, pour tout vous dire, ici c'est le jardin du CNL. On est ici, mais on est aussi partout sur vos internets, sur Instagram, ça vous le savez. On est aussi sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir nos précédentes émissions. On est aussi sur Facebook. Cette page officielle, on est là en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à scroller un petit peu sur cette page pour aller voir tous les événements, toutes les manifestations en région, sur tout le territoire. Il y en a vraiment beaucoup, et tout est listé sur notre page Facebook. Et puis, on discute ensemble, évidemment, avec le hashtag Partir en livre. Aujourd'hui, les amis, on va parler fantastique. On va parler mondes extraordinaires, super pouvoirs, choses bizarres, bref, comme le dirait le rappeur Jul, on part dans un autre monde avec Cassandra O'Donnell, Stéphane Michaka et Jeanne Seignol, que vous connaissez sûrement plutôt sous le sobriquet de Jeannot ce livre. Les voici mes invités. Comment ça va, Cassandra ? Ah bah très bien. Stéphane ? Ça va. Stéphane est là, Cassandra. Cassandra, est-ce qu'on se dirait pas un petit peu comme dans la cour de l'école des enfants spéciaux, du collège maléfique? C'est un petit côté magique, un peu comme ça, rétro, avec des hauteurs sous plafond, comme ça, des vieux immeubles. On n'est pas loin, Pour celles et ceux qui ne le savent pas, attention, c'est quand même une référence de la saga fantastique. Elle nous dira tout sur le genre fantasy. Stéphane, comment ça va ? Ça va bien, moi je suis content d'être dehors en plein air. On a envie de foncer dans la forêt, là, de partir. Mais je suis dans content un surtout terrier de lapin. que tu aies trouvé du temps pour nous, parce que cet homme est un personnage très occupé. Il écrit pour la radio, des livres évidemment, et puis adaptation de grands classiques en concert fiction. Le dernier, il est là. Regardez, c'est Alice et Merveille, évidemment. On va en parler pendant l'émission. Juste à côté de moi, il y a Jeanne Seignol, et qui est Jeannot ce livre, qui est booktubeuse. Donc, qu'est-ce que c'est booktubeuse ? Booktubeur aussi au masculin ? C'est ça, c'est le principe d'être sur YouTube et de parler de livres, tout simplement. Tout simplement. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis j'imagine que si tu parlais de nourriture, ce serait foottubeur ou cooktubeur. C'est ça, je pense. Ouais, ok. Mais malgré tout, fantasy ? Un petit peu. Un petit peu de tout. Moi, il y a un petit peu de tout sur ma chaîne. Ok, très bien. On va commencer, les amis, avec une petite question du jour. Si vous en êtes d'accord, un livre, vous le savez, c'est de l'écriture. La question de lecteur pour vous, peut-être un futur romancier. On l'écoute, il s'appelle Arthur. Est-ce que c'est dur de ne pas faire de fautes d'orthographe ? Est-ce que c'est dur de ne pas faire de fautes d'orthographe ? Cassandra, comment on fait alors ? Moi, on fait confiance au correcteur automatique ? Oui, alors non, enfin oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait nous, même les auteurs, quand on écrit, on peut faire des fautes d'orthographe. On revient, on s'aperçoit, on oublie un S là, etc. On commet aussi des erreurs. C'est rassurant de savoir ça. Donc quand même, voilà, c'est ce que je dis aux enfants quand on fait des interventions scolaires. Je leur dis, c'est pas grave, écrivez, on se souciera de l'orthographe après, plus tard. C'est pas le plus important. Donc voilà, il ne doit pas y avoir de fixation. C'est pas important de savoir s'il y a un S ou pas de S tant que on sent la plume sous ses doigts. Je vois Stéphane hocher de la tête à côté de toi, Cassandra. Est-ce que tu fais beaucoup de fautes, toi ? En fait, moi j'en fais pas beaucoup. Alors c'est une fierté au départ. Et puis quand je me suis rendu compte en lisant des manuscrits de plein d'auteurs qui écrivent magnifiquement, leurs manuscrits sont truffés de fautes d'orthographe. Donc c'est pas un problème en fait. Il y a un service correction, il y a des correcteurs, des correctrices qui font un travail magnifique. Donc on peut compter sur eux. Cassandra O'Donnell avec nous, Stéphane Michaka également. On va parler en détail de vos histoires dans quelques instants. Mais avant, Jeannot ce livre va nous donner sa liste d'indispensables. Oui, fantasy, fantastique, les incontournables, s'il te plaît. Ouais, alors pour ça, j'ai ramené. Elle a pris son anti-sèche. J'ai pris mon anti-sèche, je l'avoue. Alors je vais essayer d'aller très vite parce que je me suis un petit peu défoulée. Il y en a quand même pas mal. Alors pour les très jeunes, je voulais vous conseiller Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. C'est une histoire hyper attachante avec des personnages très différents qui nous apprennent un peu le vivre ensemble. Mais je sais que c'est un bouquin qui a été écrit par Louis Sepulveda. Oui, c'est ça. Je savais pas qu'il écrivait aussi pour les tout petits, moi. Si. Ouais, carrément. Et il y a plusieurs livres un peu comme ça dans cet univers qui peuvent se lire un peu à n'importe quel âge, mais pour les petits, ça marche hyper bien. Pour les autres, les 8-12 ans, qu'est-ce qu'on lit ? Pour les 8-12 ans, alors moi j'ai un petit peu de mal à savoir l'âge précis, à quel moment on peut lire. Donc vérifiez quand même en tant que parent, on ne sait jamais, je ne veux pas cette responsabilité. Mais je conseillerais Le Prince et la couturière de Jane Wang, où c'est l'histoire en fait d'un prince que ses parents veulent marier. Et lui, il a surtout envie de porter des robes. Il va devenir l'icône un peu mode à Paris. C'est une super BD, vraiment que j'ai adoré.
adoré. Et sinon, je voulais aussi vous conseiller Coraline de Neil Gaiman, qu'on connaît un petit peu plus, qui est un peu rentré dans beaucoup de gens l'ont lu désormais. Et c'est un livre assez extraordinaire où c'est l'histoire d'une petite fille qui est très seule et qui emménage dans une nouvelle maison et qui découvre un petit peu un univers parallèle. Là, il faut quand même être un peu accroché, hein. Ça peut faire un petit peu peur. Moi, je me souviens quand je l'ai lu plus jeune, ça fait un peu flipper, hein. Donc, je pense que là, il faut vérifier un petit peu ce que vos enfants lisent. Parce que ça fait flipper. Pour les plus grands. Pour les plus grands, alors à partir de 12 ans, il y a Nimona de Noël Stevenson, qui est une BD où on va avoir Nimona, qui est une jeune super-héroïne. Elle est géniale, elle a une coupe de cheveux improbable, elle est grosse, donc ça change un peu des personnages qu'on a l'habitude de voir. Et elle peut se transformer en dragon, donc c'est quand même assez badass. Et on va la suivre dans ses aventures. On adore, c'est donc un livre un peu body positive. C'est ça, ouais, carrément, voilà, ça change des images qu'on a l'habitude de voir. Donc on est dans l'empowerment, et c'est plutôt bien aussi comme message. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, à transmettre à nos enfants. Carrément. Ensuite, il y a De sang et de rage de Tommy Adewemi. Donc là, on va se retrouver dans une Afrique imaginaire où en fait, on est dans un royaume et le roi, il a décidé de décimer un peuple. Donc c'est le peuple des magies et c'est eux en fait qui. Il est sympa ce roi quand même. Oui, il est assez sympathique. À un moment, on va décimer une petite partie du peuple. Et en fait, c'est un peuple qui était magique. Et on va donc retrouver Zélie qui, elle, va avoir la possibilité, c'est une ado, de remettre la magie partout dans son royaume. C'est un livre qui est hyper beau, mais qui à la fois aussi pose beaucoup de questions sur l'oppression, la haine raciale. En fait, l'autrice, quand elle l'a écrit, elle était vraiment hyper déroutée par tout ce qui se passait au niveau des violences policières aux États-Unis. Donc c'était sa manière d'en parler et il est génial et il a hyper bien marché. Finalement, ça nous fait un livre d'actualité. C'est ça, carrément. Ça peut être un livre parfait pour ce qui se passe en ce moment. Et puis un dernier peut-être alors un dernier, on a aussi Libération de Patrick Ness, où là, on va suivre Adam qui, en fait, est gay, mais son père l'accepte pas du tout. Il est dans une famille très religieuse, notamment son père est pasteur, donc ça se passe pas très bien de base. Et on va le suivre pendant quelques heures. Il va nous raconter tout ce qu'il vit, l'homophobie qu'il vit. Il est aussi victime de harcèlement sexuel. Et il y a une partie un petit peu magique où d'un autre côté, on va suivre un autre personnage qui vient de mourir. Elle se rend compte qu'elle est morte et elle essaye un peu elle erre un peu, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive. Des indispensables traits dans l'époque. Merci beaucoup, Jeannot. Ce livre, si vous deviez en retenir qu'un, vous en prenez un pour cet été. Vous aussi, on vous pose la même question avec le hashtag Partir en livre. Vous nous dites celui que vous avez choisi dans la sélection de Jeannot, ce livre. Stéphane. Moi, évidemment, je retiens Coraline parce que c'est un peu une Alice au pays des merveilles moderne. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Ouais. Cassandra, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette liste ? Ah, elle hésite, Cassandra. La BD avec la petite fille un peu forte qui se transforme en dragon, celle-là, elle me plaît bien. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et puis le côté body positif, effectivement, le fait de, pour les enfants, c'est chouette, s'accepter, et puis c'est pas mal. Voilà de jolis bouquins, les amis, pour passer un excellent été grâce à Jeannot ce livre. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, dès que vous avez fini de regarder l'émission sur notre chaîne YouTube, vous allez aussi vous abonner à la chaîne Jeannot ce livre. Mais elle reste avec nous tout au long de l'émission. Je vous rassure, ses nombreux followers également. Alors, les amis, vous êtes auteurs tous les deux. Un livre, c'est un auteur, mais pas que. Il y a plein de métiers autour du livre. Aujourd'hui, on va aller voir une dessinatrice, une illustratrice qui va nous expliquer son métier. Il s'agit de Carole Schex. La voici. Je suis Carole Schex, je suis illustratrice, dessinatrice et autrice, car très souvent j'y mets des mots en fait sur mes images. Je fais ce métier depuis 25 ans. Une envie de dessiner en fait depuis le collège. Je suis tombée amoureuse de Gaston Lagaffe et du coup je l'ai recopié. Je l'ai copié, je l'ai décalqué, je l'ai fait au crayon de papier, au stylo bic, dans plein de matériaux différents et sur tous les supports en fait, des murs de ma chambre en passant par mes cahiers. Et j'ai continué. J'ai fait les Beaux-Arts de Reims et ensuite je suis rentrée aux Arts décoratifs à Paris en images imprimées, en illustration et voulant faire du dessin, de l'image. Je voulais raconter des choses en fait en images. Peut-être parce que j'étais déjà un peu, sans le savoir, en colère contre tout ce qui se passait autour de moi, découvrant ce qui se passait autour de moi aussi et m'apprivoisant de près ou de loin à tout ça en fait. C'est un super pouvoir du coup aujourd'hui, ce que j'ai acquis avec le dessin. Parce que je suis pas seule, je peux échanger, je peux parler en dessin et puis je peux garder quelque chose que je vois en fait. Quelqu'un, un immeuble que j'aime bien, un arbre qui pousse. C'est des moments que je fige, pas pour les garder pour l'éternité, mais pour les garder en tout cas dans ma tête en fait par l'intermédiaire de mes carnets.
J'aime bien dire que le dessin, c'est devenu ma deuxième langue en fait. Je rencontre des gens avec lesquels je ne partage pas la langue. C'est un moyen de communication du coup. Sans publication, sans édition, sans tout ça. Quand je rencontre des gens, en fait, je dessine au tableau. C'est important pour moi. Donc c'est devenu naturel avec justement cet apprentissage et cet entraînement entre le vélo et la musique. Mais ça déchire ce qu'elle dit, Carole. Elle dit le dessin, c'est comme une deuxième langue. Stéphane, t'as jamais eu envie de dessiner, toi? En fait, ça me quitte pas. Moi, j'ai commencé en dessinant. Oh, Je faisais ouais. des BD quand j'étais enfant à l'école. Et je les vendais même à mes camarades. C'était des fanzines. Mais t'es sérieux? Tu faisais Et ça? ouais, ouais, C'était ouais. quoi ta première histoire? Tu te rappelles ou pas? Moi, c'était des histoires policières. Ok. Du Et polar, quoi. Ouais, après, j'ai passé au fantastique. Et pour les auteurs fantastiques, c'est très important le dessin et l'image. Je pense que souvent, quand on écrit une scène complexe, on a besoin de la visualiser. Et moi, ça m'arrive de la dessiner dans les marges du manuscrit. Je pose la même question à Cassandra. Tu sais, elle nous a dit, Carole, moi j'ai l'impression d'être une super héroïne. C'est un super pouvoir, le dessin. Alors là, je suis assez d'accord. Je suis très frustrée de ne pas être très bonne parce que mon rêve, ce serait de faire du manga. J'avoue. D'ailleurs, on le voit hein, sur les couvertures Oui, alors, de tes livres. On est quand même... Hop. Sur les couvertures de mes livres, en fait, en plus, je choisis mes illustrateurs. Je choisis même les vêtements, les visages, voilà, etc. Je travaille en direct avec les illustrateurs. Dans le Collège Maléfique, il y a beaucoup de dessins. Et moi, j'ai grandi avec un papa collectionneur de BD. Donc, on avait des pièces 30 mètres carrés que de BD, etc. Donc, j'ai grandi avec le dessin. Comme chez moi à la maison. J'en ai partout. Voilà, j'en ai plein. De la bande dessinée, j'en ai plein. Les mangas, j'en ai plein. Ah bah voilà. Je suis, On va s'échanger des mangas tout à l'heure à la fin de l'émission, d'accord? Et puis Jeanne, alors Jeannot? Moi, c'est pas trop mon truc. Je pense plus c'est à but thérapeutique, mais ça vaut pas le coup d'être partagé. Ok, bon, on te laisse évidemment tout ce qui se dit dans le cabinet de ton psy ou de ta psy, juste pour toi, un secret médical évidemment. Dans quelques minutes, les amis, on n'ira pas voir Alice au Pays des Merveilles, parce que ça, c'est Lewis Carroll. On n'ira pas voir non plus Alice ça glisse, parce que ça, c'est Francky Vincent. Hein, ça, c'est autre chose, c'est un petit peu musical. Mais on ira voir Alice et Merveille. Regardez ce magnifique ouvrage. Un livre, un CD. On en parle dans quelques minutes. Il faudra bien rester avec nous. Mais avant ça, on va parler de plusieurs séries fantastiques by Cassandra, juste à côté de moi. Il y a d'abord Malenfer. Regardez, je le montre ici. Hop, on parlait du style manga il y a un instant. On le retrouve d'ailleurs mieux sur un autre ouvrage. La légende des 4. Regardez ici. Tout ça, c'est Cassandra O'Donnell. Hein. Et je peux vous dire qu'il y a de la lecture, les amis. Et puis, le Collège Maléfique. Je l'ai montré au début de l'émission, je le remonte parce que je trouve que la couverture, elle défonce. Elle est vraiment très très jolie. Voici pour le Collège Maléfique. Je disais tout à l'heure, Malenfer, c'est plutôt jeune public, un 9-12. Hein. En fait, Malenfer, c'est même à partir de 8 ans. C'est-à-dire que c'est ce qui va leur permettre aux enfants de passer de la BD au roman. C'est vraiment un roman de transition. Donc dans le tome 1, j'ai pas mis d'implicite. Ce qui fait que tous les enfants peuvent le lire, même quand ils ont des difficultés. Et je le fais avec les classes. C'est-à-dire qu'à chaque tome, ce sont les enfants qui décident de la suite de l'histoire. Et c'est la première fois que vous avez un best-seller. C'est énorme, Malenfer. Et à chaque fois, qui est imaginé par les enfants. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce que ça raconte, le Collège Maléfique? Alors, le Collège Maléfique, c'est l'histoire de Emma. Emma, elle a 13 ans. Elle a toujours caché qu'elle était un peu différente des autres enfants. Et puis un jour, elle reçoit une lettre et il y a un ministère des enfants spéciaux qui la convoque. Elle va se retrouver dans un collège rempli de monstres différents. Et elle y va en plus, elle est courageuse. Elle parce y que va, moi, elle a pas je peur. reçois une De toute façon, convocation elle n'a pas comme vraiment ça. le choix parce que sinon son père va finir en prison et de toute façon, elle va y aller de gré ou de force. Ah ouais, bon bah déjà, il y a un Donc petit coup de pression. il n'y a pas de discussion. Mais elle y va et effectivement, dedans, il y a plein de monstres différents. Il y a Grumpf qui, lui, parle que le Grumpf. Il y a Victor qui va traduire les choses. Il y a un ogre qui mange tout le monde. Enfin voilà. Et en même temps, c'est un peu angoissant parce que Emma, en fait, quand elle va arriver, elle va se faire happer dans le rêve de quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle, c'est une marcheuse de rêve. Et elle va être happée dans le cauchemar d'un garçon qui va l'appeler au secours. Et elle va en sortir un peu blessée. Elle va savoir qu'en fait, c'est très réel. Et là, il va falloir découvrir qui est ce garçon, comment elle peut le sauver, comment l'aider avec ses nouveaux amis. Ah bah là, moi, j'entends pas une voix de petit garçon qui dit au secours. J'entends Christelle. Christelle qui a une question pour nous. Écoutez-la.
Bonjour, je m'appelle Christelle Raffanin. Le livre, moi, qui a marqué mon enfance, c'est La petite Fadette de George Sand. C'est un livre qui est centré sur la vie à la campagne au 19e siècle et qui tourne autour d'une injustice qui est faite à la petite Fadette puisqu'elle est complètement ostracisée de la communauté des villageois. Ma question pour les auteurs est-ce que vous avez, vous aussi, un livre ou un auteur de littérature jeunesse qui vous a donné envie d'écrire lorsque vous étiez plus jeune et qui vous a particulièrement inspiré? Ça, c'est une question qu'on pose à nos invités ici dans le jardin du Centre national du livre, mais on vous la pose aussi à vous, vous qui nous regardez, les parents, les enfants, les kids, n'hésitez pas, hashtag partir en livre. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Stéphane? Il y a vraiment beaucoup d'auteurs en jeunesse, mais pour parler d'un souvenir qui m'a marqué, c'est un auteur un peu oublié aujourd'hui, qui est André Dautel, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle L'enfant qui disait n'importe quoi. Voilà, il a écrit beaucoup de livres jeunesse. Et L'enfant qui disait n'importe quoi, je m'y suis repenché il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que c'était publié en 1968. C'est marrant comme titre pour cette date où les enfants, les jeunes commencent à prendre le pouvoir d'ailleurs en France, dans le monde entier à ce moment-là. Mais c'est surtout une histoire très touchante d'un enfant un peu sauvage qui est forcé à un moment de sa vie d'aller en ville et puis il s'y fait pas, c'est dur pour lui et il a toujours besoin de retourner dans son imaginaire et je pense qu'à tout âge on peut lire ce livre et être émerveillé. Prenez des notes. Cassandra, un auteur, une autrice? Alors, moi, il y en a deux, en fait, qui m'ont... je lisais très peu de littérature jeunesse. J'ai lu très vite des livres pour les grands, mais le premier livre pour jeunesse qui m'a vraiment... Et encore, c'était Stevenson, L'île au trésor. Ah, oui. Alors là, c'était mon grand coup de foudre. Et puis, il y a eu les Dumas. Alors là, c'était que j'avais 9 ans et voilà, et j'ai adoré les romans de KPDP en plus, j'adorais, enfin voilà, c'était mon grand truc. Et on passe de l'aventure au fantastique, alors là. Hein. On passe de l'aventure. C'est autre chose quand même. Hein. En fait, moi je suis plutôt une lectrice à la base de littérature générale, parce que mes auteurs préférés, c'est Colette, c'est pas forcément du tout des auteurs de fantastique. Mais en fait, j'ai découvert le fantastique avec Jean Ray, qui est un auteur en fait belge et qui m'a fait découvrir les Harry Dixon. Et ça, je dois dire que je me suis dit, tiens, on peut mêler le fantastique et les enquêtes. Et c'est là où j'ai commencé l'urban fantasy. Pour les adultes d'abord, parce que j'ai commencé d'abord par une grosse série de fantastique adultes, et qui est devenue un classique, j'étais contente. Et puis pour le coup, après je suis passée à la jeunesse. Mais je suis passée à la jeunesse, Malenfer, ce sont les enfants qui ont décidé du genre. Moi, s'ils m'avaient dit, je veux une histoire policière, je veux quoi que ce soit d'autre, je leur aurais écrit. Ça ne me dérange pas du tout. Mais quel moment formidable. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ce sont les enfants des classes qui m'ont demandé. Mais oui, parce que moi j'étais marraine d'un salon et j'écrivais que pour les adultes. Et alors quelle marraine formidable. Voilà, et donc je leur ai écrit, voilà, je l'ai écrit pour eux. Et puis après, comme ils avaient un peu grandi, ils m'ont dit, allez, vous pouvez pas nous faire un livre pour les plus grands? Donc ça a donné La Légende des Quatre. Entre deux, il y a eu Sombre Terre, et puis là, il y a eu le collège Maléfique qui est entre Malenfer et La Légende des Quatre. Et Cassandra, pour celles et ceux qui nous regardent, qui ont peut-être envie de se lancer aussi, parce qu'ils sont fans, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont envie aussi de marcher dans tes pas, c'est quoi les 3 ingrédients pour un roman fantasy jeunesse réussi? 3 ingrédients. Le premier. Pour moi, des personnages qui émeuvent, toujours. Des personnages profonds. Décrire un personnage, c'est pas seulement dire comment il est physiquement ou quel est son caractère. Ce sont ses blessures, ses liens avec les autres, ses difficultés. Ce sont des personnages complexes. Ça, c'est obligatoire. Deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est de la rationalité. Même si vous écrivez du fantastique, il faut que ce monde tienne debout. C'est-à-dire qu'il y a une suspension d'incrédulité qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens nous comprennent. C'est-à-dire qu'ils comprennent le monde dans lequel on vit et que, par exemple, si on écrit un livre qui se met par exemple dans Malenfer, je vais pas faire pour moi, je vais pas faire débarquer E.T. et les extraterrestres. Donc voilà, il faut que ce monde il soit cohérent. On nous demande cette cohérence-là. Et troisième ingrédient, moi je le connais, c'est le bouchlanique. Le bouchlanique. Non, mais dis la vérité, c'est quoi le bouchlanique? J'en sais rien, d'après toi. Je sais pas, ça n'a pas l'air très joyeux. Hein. Je l'ai lu, le bouchlanique, là, dans le collège Maléfique, c'est plutôt une insulte. Hein. C'est une grosse insulte. Ouais, on invente du vocabulaire, on invente des univers, on invente des mondes. Mais alors, je dirais que l'ingrédient numéro 3, c'est l'humour. J'en mets systématiquement dans mes livres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un mélange de mystère, mais aussi un mélange d'humour. Très important parce que pour les enfants, ça permet une distanciation avec les événements. Donc, même si vous créez des événements très durs parfois, eh bien, l'humour permet de prendre cette distance et d'assimiler les choses plus sereinement, de ne pas trop les angoisser.
on va pas les angoisser, hein, c'est sûr, hein, surtout avec cette émission. Les amis, on va parler maintenant avec Stéphane. Stéphane, toi tu écris absolument sur tout, mais tu es aussi surtout avec nous pour parler d'Alice et Merveille, une merveille justement, un livre CD, des dessins aussi sublimes, signé Clémence Paulet. Pourquoi ce format ? Alors Alice et Merveille, là c'est un disque où on entend les voix du roman. J'ai fait une adaptation un peu modernisée à ma façon du roman de Lewis Carroll. Mais il y a aussi un orchestre derrière, il y a une musique qui a été composée spécialement par Didier Benetti. Et il y a l'orchestre symphonique et l'orchestre national de France, l'orchestre de la radio qu'on entend. Donc c'est en fait une traversée musicale du roman Alice au pays des merveilles sur 1 heure. Et l'héroïne est jouée par Juliette Roudet. Et c'est assez incroyable, je donne des chiffres quand même que je ne dois pas avoir très très loin. Ils sont là, 8 comédiens, 70 musiciens, tu as parlé des musiciens, 70, ils étaient 2 bruiteuses, 6 solistes, la maison de la radio. Et en public, vous l'avez enregistré ? Ouais, en 2015 pour les 150 ans d'Alice. Complètement énorme, c'est vraiment à écouter, vous allez être transporté évidemment. Toi tu as réinterprété Alice au pays des merveilles, il y a eu tellement d'adaptations déjà, comment est-ce que toi tu as abordé cette écriture ? En fait, en relisant Alice au pays des merveilles, le livre de Lewis Carroll, j'ai remarqué quelque chose qui m'a frappé, que je n'avais pas remarqué pendant ma première lecture, c'est que j'ai l'impression que Alice grandit à mesure qu'on avance dans le livre. Au tout début, on a l'impression qu'elle a 4-5 ans, elle s'ennuie, elle dit sa sœur est en train de lire un livre sans images ni dialogue, alors ça l'ennuie. Elle a envie d'images, elle a envie de répliques. Et elle va suivre le lapin qui disparaît dans un terrier. Et là, elle est au pays des merveilles, Wonderland. Et à chaque nouvelle étape de son initiation, c'est vraiment une quête initiatique. On a l'impression qu'elle prend 2 ou 3 ans de plus. Et qu'à la fin du livre, elle est presque au seuil de l'âge adulte. C'est comme ça que je l'ai relu. C'est vraiment assez original, bien sûr, c'est différent de la version que peut-être vous connaissez. Moi, je vous dis la vérité, comment j'ai connu Alice au pays des merveilles, c'est le classique de Disney. C'est comme ça, moi je suis rentré par là. Toi, Jeanne, comment est-ce que tu as connu Alice ? Pareil, mais il me faisait flipper ce dessin Mais animé. c'est vrai, ce dessin animé Il faisait était hyper peur. glauque, et après en lisant le livre, par contre, j'ai adoré et j'ai trouvé l'univers génial. T'as réussi à zapper justement les illustrations Disney. Ah oui, heureusement. Ouais. C'est le chat qui fait peur dans le Disney. Le chat, il m'angoisse. Le chat d'Alice. Le chat du Cheshire. Je trouve que c'est peut-être le personnage le plus effrayant de tout Disney. Non mais c'est vraiment, il est hyper angoissant ce chat. Moi, je pensais que tu allais me parler du film de Tim Burton. Ah. Je vois bien aussi un peu dans cet univers-là. Ah non ? oui, bah complètement. Mais c'est ce que j'aime, et cette poésie en même temps. Qui est magique chez Burton. Moi, je trouve que c'est un poète. Et c'est vrai qu'on classe souvent les choses dans le genre fantastique, etc. Mais il y a tellement de branches, tellement de choses différentes dans les romans. On peut traiter de tous les sujets les plus profonds, peu importe, et même des sujets philosophiques dans les romans fantastiques, c'est pas gênant. Stéphane, notre Alice, la tienne, elle est brune. Hein ? Oui, ça c'est Clémence, la dessinatrice, qui l'a choisie brune. Justement parce qu'on connaissait très bien les Alice blondes, on avait l'habitude, que ce soit les dessins du 19e siècle, c'est une Alice blonde, l'Alice de Disney est blonde, et Clémence en a fait une petite fille brune. Ouais. Elle est brune, et puis elle est un peu plus boudeuse, celle-ci quand même. Hein ? Notre Alice, là. Mais elle est aussi plus rebelle. Un peu capricieuse. Elle l'est dans le roman de Lewis Carroll, mais c'est ça qui est très marquant dans ce personnage. C'est un peu la première grande héroïne de littérature jeunesse, parce qu'avant elle, avant les années 1860, les personnages dans ces romans-là, c'était des enfants un peu passifs, à qui on donnait des leçons à travers les livres. Avec Alice au pays des merveilles, on découvre pour la première fois une héroïne qui ne s'en laisse pas compter, qui répond aux adultes, qui dit pourquoi c'est comme ça, pourquoi toutes ces conventions, pourquoi le langage est aussi absurde, et elle pointe les choses qui sont absurdes dans le langage. Et c'est finalement la première rebelle de la littérature jeunesse. Stéphane Michaka avec nous, avec cette pépite, hein, Alice et Merveille, livre, CD enregistré en public. Je te tiens, tu es là dans mon jardin, le jardin du CNL, partir en livre. Tu ne fais pas qu'évidemment adapter les grands classiques, tu écris aussi des histoires inédites. On avait envie rapidement de faire un clin d'œil avec celui-ci, La mémoire des couleurs, l'histoire de Mauve, un ado qui se réveille amnésique dans une brocante et qui s'aperçoit qu'il peut lire dans les pensées des gens. C'est à la fois flippant et en même temps on a tous envie de lire dans les pensées des autres. Hein ? Dans le fantastique et dans la science-fiction, là. Ouais. Et puis, les amis, puisqu'on a fait un peu le tour de tout ce que vous nous avez, de tout ce que vous avez écrit, de tout ce que vous avez eu la gentillesse de nous amener, à moi de vous faire un cadeau. On va faire un quiz, on va jouer ensemble. Vous aussi, vous jouez avec nous, avec le hashtag Partir en livre. Vous, monsieur Michaka,
Vous plaidez coupable, vous avez fait grandir Alice dans votre version. Toi, Cassandra, est-ce que d'ailleurs tes héros grandissent dans tes livres? Absolument, ils grandissent, ils mûrissent, ils changent, Voilà. ils se transforment. Bon bah voilà, il y en a un autre qui grandit, qui change, qui se transforme. Le héros des romans fantastiques, hein, et encore en tête de gondole, ça cartonne. Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter, j'imagine? Absolument. Est-ce qu'il y a des Harry Potterologues dans l'assistance, ici? Peut-être derrière les écrans, hein, je vous le dis, hashtag partie en livre. On va jouer ensemble, on va compter les points, on va surtout vérifier votre niveau en Harry Potterologie. On y va. On commence avec une question difficile, hein. Quelle est la particularité d'écriture des romans? Pas des Romains, des romans. Quelle est la particularité d'écriture des romans? Est-ce que la fin a été écrite par quelqu'un d'autre que J.K. Rowling? Ou est-ce que la fin a été écrite en premier? En premier, non? En premier, me dit Jeannot. Vu qu'on me Cassandra. pose la question, je dirais en premier En aussi. premier, Stéphane, tu dis quoi? Elle savait comment ça allait finir dès le début, elle connaissait toute Ouais, l'histoire, savait- toute l'arche. C'est exactement ça. Elle a écrit la fin en premier, J.K. Rowling, 7 ans avant la parution du premier tome. Plus dur maintenant. Quel est l'âge d'Harry Potter aujourd'hui? Pas le comédien, hein, évidemment, le personnage. Hein. Est-ce qu'il aurait, comme moi, il aurait 40 ans, à peu près, hein, je me suis un peu vieilli. Ou alors est-ce que comme Jeannot se livre, il aurait éternellement 20 ans? Ah non, il a 40 ans. hein. On Je est crois plus qu'à la sur du fin, 40, on le voit, il est adulte, il a des Ouais. enfants. Et ça se passe à peu Et- près à notre et- époque, et je ça se crois. passe à peu près à notre époque, donc Mais- il devrait avoir 40 ans. Vous êtes trop fort, c'est pas possible. J'espère que vous avez les bonnes réponses aussi avec le hashtag partir en livre. Je vais aller vérifier ça hein, tout à l'heure. Il est né le 31 juillet 1980, donc on fête ses 40 ans cet été également. Des formules magiques, on fait ça. Si je vous dis Wingardium Leviosa, que va-t-il se passer? Enfin, si j'étais un vrai sorcier, s'envole. évidemment. S'élever des choses. On s'envole. Attends, Stéphane, il n'a pas répondu. C'est Est-ce la qu'on version s'envole? française que tu donnes là. Oui, c'est la Ah bah oui. version française. Toi aussi, tu l'as lu en anglais, moi Ok, aussi. d'accord. Excusez-nous les amis, je suis On a avec des des bilingues. puristes d'Harry Potter, des vrais Harry Potterologues. Ils les ont lus en VO. Hein. N'hésitez pas à vous aller Et c'est vrai que c'est plonger pas la dans même la chose. version française aussi qui est passionnante. Ok, un petit dernier pour la route. Vous Allez. êtes chaud? Oui. Ils sont très très chauds ici. Hein. Si je vous dis Expelliarmus. Pour Ah, désarmer. On désarme et la c'est ça. bagarre. Alors ouais, j'envoie un message privé par la pensée ou je désarme un autre sorcier. Non, on désarme On un désarme. autre sorcier. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont fous. Tu aurais dit la même chose, Stéphane? Non, Dis la non, vérité. je sais pas. Il ne savait pas. Et il ne peut pas tout savoir. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous. Hein. Vous partez pas, vous restez encore avec nous quelques instants, puisque maintenant, nous allons zoomer, les amis. Parce que partir en livre, c'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est aussi en vrai, je vous l'ai dit au début de l'émission, dans les régions, avec des manifestations, des événements près de chez vous, comme Quartier Livre. Justement, on va zoomer du côté d'Amiens. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Iriart-Tariola et je suis coordinateur de l'association Cardan. C'est une vieille association qui existe depuis plus de 40 ans à Amiens. La période est quand même un peu compliquée pour aller jeter des livres dans les bras des enfants tout le temps. Donc on a réadapté un peu nos actions pour cet été. L'événement, on l'a appelé Quartier Livre. On a gardé notre idée de transformer un peu les quartiers dans lesquels on a l'habitude de travailler tout au long de l'année, au moins une journée dans l'année, de mettre des tas de livres et de lectures au pied des immeubles, de faire en sorte qu'il y ait des rencontres qui puissent se passer avec des jeux littéraires, avec bien sûr de la lecture à haute voix parce qu'on adore ça, on invite les bibliothécaires à venir lire avec nous, etc. Donc voilà. Un de mes livres préférés quand j'étais petit, c'était Max et les Maximons. Il parle de l'imaginaire et de la proximité qu'il peut y avoir aussi quelquefois entre le rêve et le cauchemar, quoi. Il est bien flippant, ouais. Moi, je dis la vérité, c'est mon livre préféré. Je continue à le lire à ma fille qui a 5 ans, Iki, ma chérie. Je t'embrasse et tu sais que je t'ai fait flipper avec ce livre, Max et les Maxi Monstres. Hein. C'est magnifique, c'est très bien illustré, c'est une jolie histoire. Vous le connaissez, j'imagine, c'est un classique, Stéphane? Il est parfois retiré, ça c'est Mais extraordinaire, non. hein, des bibliothèques aux États-Unis parce qu'on Pourquoi ne veut pas faire peur aux enfants. On ne veut pas montrer un enfant qui jouerait avec des monstres alors que c'est extraordinairement libérateur. Je pense qu'il y a d'autres choses à enlever aux États-Unis avant Max et les Maxi Monstres. Mais On bon, aurait une liste non on plaisante, exhaustive. j'embrasse les Américains, les Américaines que j'adore. Hein. Pardon, Cassandra.
Non, mais effectivement, c'est un peu étrange de retirer ce livre qui est un vrai classique de la littérature. Et puis, c'est bien que les enfants aient peur. Il faut qu'ils aient peur. C'est comme. Ça les stimule. Mais oui, ça les stimule. Et puis même, par exemple, quand on voit les héros, il y a des moments tristes, des moments, etc., ça leur apprend à surmonter eux-mêmes leurs émotions, à les préparer aussi aux épreuves qu'ils vont avoir. Parce que c'est ça aussi, la littérature. C'est-à-dire que ça les prépare aussi aux choses qu'ils vont vivre. Et on fait partie aussi de ça, qu'on écrive, quel que soit le genre. Et c'est très important pour les enfants d'avoir peur, d'avoir des émotions très fortes, d'avoir de temps en temps de la tristesse, voilà, etc. Est-ce que toi, tu le connaissais ce livre? Ouais, aussi, et Il te ça me faisait rappelle. peur Il me faisait pas spécialement peur, mais en tout cas, il me renvoie surtout l'image où, quand j'étais petite, ma mère nous lisait beaucoup de livres avant de dormir. On était 4 à la maison et c'était vraiment le moment qu'on attendait le soir. Ah mais voilà, c'est pour ça qu'on aime la lecture, évidemment. Et puis vous aussi, puisque vous nous le dites, avec le hashtag Partir en livre. On a la chance d'avoir une booktubeuse avec nous. On a envie d'avoir tes conseils aussi, évidemment, pour cet été. Conseils lecture, qu'est-ce qu'on pourrait lire à la plage, chez nous, chez mamie, ou je sais pas, moi, dans son hall d'immeuble. Qu'est-ce qu'on peut lire alors, Jeanne? Alors j'ai ressorti mes petites fiches. Déjà, on a Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux, Mais qu'est-ce qu'on qui est adore. une adaptation du roman de Roald Dahl qu'on a souvent lu quand on était petit. Et là, donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents et qui vit chez sa mamie. Et sa mamie va le mettre en garde et lui dire attention, les sorcières existent. Et donc Pénélope Bagieux, elle va s'intéresser à toute cette histoire et elle va mettre un peu sa petite touche un peu badass et féministe. Et c'est génial pour les tout petits, ça se lit hyper bien. Et je crois savoir que pour Pénélope, d'ailleurs, oui, je l'appelle Pénélope, c'était à la lecture de ce livre qu'elle a lu, évidemment, gamine, elle a tout de suite dit un jour je veux le dessiner, je veux le raconter en bande dessinée. Exactement, ouais. Mais c'est hyper cool qu'elle ait pu enfin le faire, du coup. Un autre conseil lecture, oui, alors? Tout à fait. On a aussi La guerre du pavot de R.F. Kuang. Donc là, on se retrouve dans un monde médiéval qui s'inspire un peu de la guerre sino-japonaise. On a une jeune fille qui s'appelle Rin. Elle est orpheline et sa famille d'adoption veut qu'elle se marie à quelqu'un de beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'a pas du tout envie de faire ça, donc elle va se retrouver dans une grande école dans son pays pour devenir un peu une combattante. Et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs chamaniques, donc on va avoir tout cet univers un peu de formation, un peu comme dans Harry Potter où elle découvre tout ça. Et après, dans l'autre partie du livre, on va avoir une fantaisie un peu plus dark où la guerre va arriver. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a un personnage très très complexe. Après, c'est plus de 600 pages, ça se lit pas en une journée, clairement, c'est très dense comme univers, mais c'est génial. Voilà, hein, vous l'aurez compris, avec Jeannot, on est quand même sur des livres avec des nanas bien badass. Un troisième conseil lecture, on termine avec quoi alors? Et on finit avec The Wicked plus The Divine, très bon accent, qui est donc là un comic de fantasy où en fait 12 jeunes adultes découvrent qu'ils sont en fait une réincarnation de divinités. Donc ils vont devenir super connus, etc. Ils vont vivre un peu leur meilleure vie, sauf qu'en fait ils ont que 2 ans pour vivre cette vie. Et après ils vont mourir. Mais c'est très 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 beau. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a plein de personnages différents. On a des personnages racisés, on a des personnages queer. Donc vraiment c'est une pépite. Voilà, moi j'ai beaucoup adoré la sélection de Jeannot, parce que comme je disais au début de l'émission, avec ce que tu nous as retenu aussi, on est dans l'époque et ça colle, et c'est ce qu'on a envie de transmettre aussi aux jeunes générations. Je rappelle les livres de nos invités, Alice et Merveille, regardez, hop, il est sublime, hein. Allez-y, Stéphane Michaka, et puis vous faites ça, en plus le petit dessert après ça, c'est ce livre, La mémoire des couleurs, un roman également, et puis n'hésitez pas aussi à un peu stalker ce qu'il fait en radio, puisque c'est un des médias qui l'apprécie particulièrement. Le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell aussi, La légende des 4 également, et puis... Attends, j'allais y venir. La nouvelle évidemment, et puis Malenfer, hein, elle nous l'a dit pendant l'émission si vous l'avez raté. Ah, dommage, il va falloir regarder sur YouTube évidemment pour voir notre replay. Malenfer, on peut y entrer à partir de 8 ans, à l'aise, hein, accompagner vos enfants dans cette lecture ou laissez-les seuls avec. Ils vont vraiment s'amuser. La nouvelle aussi, elle est là. Un mot sur la nouvelle, s'il te plaît, Cassandra. Alors la nouvelle, c'est rapido, mon hein. roman le plus personnel. C'est l'histoire de Aya, une petite réfugiée syrienne qui débarque dans une petite ville de Bretagne et elle va se lier d'amitié avec Gabriel. Et Gabriel, elle va changer sa vie. Les 2 enfants vont changer chacun la vie l'un de l'autre. C'est toute la difficulté de partir de son pays, de tout perdre et de se retrouver dans un univers qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas. Et de lier une amitié. Et puis ce garçon, il va découvrir, il y a une grand-mère formidable, il va découvrir ses origines grâce à elle et chacun va changer la vie l'un de l'autre. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Bravo Cassandra O'Donnell. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane Michaka aussi. Merci d'avoir trouvé du temps
pour venir chiller dans notre jardin. Et n'oubliez pas notre booktubeuse, abonnez-vous à sa chaîne aussi après vous être abonné à la nôtre, celle de Partir en livre. Jeannot, ce livre, merci beaucoup Avec Jeanne plaisir. d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi bien sûr pour toutes vos réactions. Continuez de discuter ensemble avec le hashtag Partir en livre. On se retrouve demain sur notre Instagram à partir de 16h pour rencontrer vos auteurs, vos autrices préférées et leur poser tout un tas de questions directement. On se retrouve la prochaine fois. Lisez beaucoup, lisez encore plus. Salut!